Cet épisode a une distance de 9 km à un pace de 7 minutes 30. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Coach Frank nous a déjà parlé que l'effort intense crée de l'oxydation puisque ça accentue l'impact du vieillissement sur le corps. Comme j'adore courir puis courir longtemps, je suis parti m'acheter des canneberges au Costco pour prévenir puis faire un full antioxydant parce que moi, je ne fais pas question que je cesse de courir. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de course chez les personnes, disons, plus âgées. Et puis, on reçoit Doc Étienne, qu'on a eu déjà 2 fois sur le podcast, qui va venir nous traiter du sujet. Mais avant d'aller plus loin, salut Isa. Salut Coach Bill. As-tu couru cette semaine? Hey, oui, j'ai couru. J'ai fait ma dernière longue avant mon demi au petit train du Nord, donc 17 km. Un super beau parcours que tu m'as gentiment concocté avec plein de décors différents. Puis on a fait du point A au point B, c'est vraiment le fun. Dans le fond, c'est moins lourd. En tout cas, pour moi, là, un aller-retour, je trouve ça vraiment difficile, mentalement. Avec les couleurs du coucher de soleil et tout. Fait que c'était ma sortie. Puis toi, Coach Bill, t'as-tu couru cette semaine? Oui, ce soir même avec tout nouveau improvisé club de course de coureur.io. Ouais, on a fait un petit événement pop-up où on a demandé aux auditeurs, vous l'avez sûrement vu passer, ceux qui sont abonnés à notre page Facebook, on s'est rassemblés ici à Trois-Rivières pour faire notre première sortie de course. Puis c'était cool, c'était le fun. Les gens ont répondu, ont jasé, c'était très très sympathique. Puis c'était le but là, c'était de faire une sortie sociale puis que on s'amuse, que les gens se mélangent. Effectivement. Puis je pense que l'enjeu, c'était peut-être l'heure. Il y a quelques personnes qui se sont désistées justement parce que c'était un petit peu trop tôt. Justement parce qu'on enregistrait ce soir. C'était déjà prévu à l'horaire. Mais pour les prochaines sorties, ça va probablement être un petit peu plus tard. Justement, je voulais faire du pouce là-dessus. J'ai parlé avec Élise ce matin. J'ai posé la question parce que dans la discussion, ça s'y prêtait. Je voulais savoir, est-ce que tu viens ce soir à la sortie? Elle dit, ben non, je suis bien trop loin. Bon, OK. Mais elle dit, si vous venez dans mon coin, c'est sûr, je vais être là. Fait que là, j'ai envie de vous demander, vous les auditeurs, vous habitez dans quel coin? On pourrait peut-être s'organiser pour faire une petite tournée de course. Fait qu'aller courir dans vos coins de pays, des beaux spots ou des spots tout simplement accessibles à plusieurs personnes. Donc, on vous lance l'idée. Ça nous ramène à notre sujet principal. On a eu la question, justement, ça aussi, ça vient des auditeurs. Je me souviens d'au moins Sylvie et, malheureusement, la deuxième m'échappe, mais au moins, il y a 2 personnes qui nous en avaient parlé, de parler des enjeux pour les coureurs un peu plus âgés parce que, c'est sûr qu'à 25 ans puis à 65, 70, on n'a peut-être pas les mêmes enjeux physiques. Puis, on voulait traiter justement de est-ce qu'il y a des adaptations, est-ce qu'il y a des limitations, à quoi on peut s'attendre, qu'est-ce qui est plus bénéfique, qu'est-ce qui est à éviter, etc. Et c'est pour ça qu'on a pensé à inviter Étienne. Étienne qui est, je le rappelle, chirurgien orthopédique. Alors, première question, Étienne, est-ce que tu as couru cette semaine? Oui, monsieur, je me suis un peu inspiré de vous en faisant une petite sortie éclair avant notre enregistrement. Fait que j'ai réussi à coucher les enfants un peu plus tôt ce soir, puis j'ai la chance d'avoir un accès privilégié au sentier dans la montagne à Bromont. Fait que je fais juste traverser la rue, puis j'ai les pieds dans les sentiers. Fait que je suis allé faire une petite montée express là, pour m'éclater les jambes rapidement, vite fait, bien fait, avant de venir enregistrer avec vous. Fait que je suis moi aussi sur un petit buzz d'endorphine pour cet épisode-là. C'est parfait. C'est parfait, hein? C'est là, le meilleur notre premier spot, je pense. On va aller à Bromont. D'un train l'autre bord de ta rue. Et on fait Clairement. Ben oui, écoute, j'attrape la balle au bon puis je vous dis que vous êtes certainement les bienvenus. Je sais qu'il y a coach Frank qui vient courir dans mon coin très prochainement. Je vais d'ailleurs lui faire un petit hello pour l'inviter à venir faire un tour ici. Mais l'invitation est lancée pour vous aussi, là, anytime que vous voulez venir découvrir un peu les trails de ma cour, vous êtes certainement les bienvenus. Ça fait pareil, hein, les trails de ma cour. Sans prétention. Sans prétention, c'est ça.
Et avant qu'on soit dans le sujet, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu nous disais là, que tu étais à la veille d'une opération quand même importante. Puis je voulais voir ton retour à la course, comment ça va, parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis. Ben, c'est gentil de prendre des nouvelles. Écoute, je suis maintenant rendu 6 mois passés, une quand même pas pire chirurgie là, pour me recoller un poumon qui avait la fâcheuse tendance de décoller et d'éclater. Rien de moins. Ouais. Tannant, lui. Fait que oui, les premières semaines ont été assez au ralenti, mais comme tu as pu voir, Bill étant un de mes amis Strava maintenant, j'ai quand même repris du collier assez rapidement. Souvent, je peux me permettre de dire faites ce que je dis, pas ce que je fais, et t'en as eu la preuve que je me suis quand même permis de reprendre la course et le sport là, assez allègrement. Puis non, je peux dire que c'est la machine est repartie là. Va bien. T'as confiance? Confiance en ton corps? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. J'ai fait mon retour à la compétition en triathlon il 3 semaines pour la première fois. Puis ça a bien été. Donc, je pense que j'ai repris mon air d'aller là. On peut-tu avoir un peu de détails? Qu'est-ce qui se passait avec ton poumon? Je faisais ce qu'on appelle des pneumothorax spontanés. C'est-à-dire que un peu comme un pneu de vélo qui fait une crevaison quand tu roules, ben moi, cette crevaison-là se faisait sur mon poumon. Fait qu'il y a un trou qui se faisait, puis l'air se mettait à sortir, puis à se retrouver entre la cage thoracique et le poumon. Ce qui n'est pas son endroit privilégié. Pas parfait. Pas très utile. Puis ça donnait des symptômes un peu inconfortables qui pouvaient se ressembler étrangement à une crise cardiaque, quelque chose du genre, là, en termes de douleur thoracique à l'effort et tout ça. Fait que ça a d'ailleurs pris un peu de temps avant qu'on mette le doigt sur le bobo, mais une fois qu'on a réussi à trouver ce qui en était, il restait juste à aller patcher le tout, fait qu'aller enlever un petit bout de poumon qui était celui où est-ce qu'il y avait la faiblesse, puis après ça, aller enlever toute la paroi à l'intérieur de la cage thoracique, un peu comme quand tu enlèves là, l'espèce de membrane, c'est des spéribes, là. Fait qu'aller enlever cette membrane-là pour permettre aux poumons de recoller après la cage thoracique. Ah, quand même. Ouais, c'est invasif, c'est pas rien, là. Ouais, disons que tu fais pas ça de gaieté de cœur nécessairement, mais au point où ça en était, les récidives, le taux de récidive était presque de 100%, là, fait que c'était pas une question de savoir si ça allait m'arriver de nouveau, mais c'était plutôt quand, puis le risque que ça soit plus dangereux. Donc, c'était une bonne idée de régler ça une bonne fois pour toutes. T'en sens-tu des conséquences suite à ta chirurgie? Sur tes performances? Je te dirais j'ai encore quelques inconforts au niveau de la cage thoracique, qui surtout si je dois faire des efforts plus intenses ou plus musculaires. Mais pour le reste, en termes de vitesse de course ou de performance sportive, je te dirais j'ai pas mal réussi à retrouver le niveau que j'avais là. Okay. Fait que il y a des inconforts, mais ça n'a pas d'impact fonctionnel là, rendu 6 mois plus tard. Le fait d'être bien entraîné avant une chirurgie, je pense que ça aide beaucoup à la récupération. Hein? Ah, c'est clair, c'est clair. Si tu pars ça en forme, ça donne une meilleure chance pour reprendre la forme après. Mais ça fait aussi que les premières semaines où, justement, tu vis une espèce de sevrage de sport et d'endorphines et de tout ça sont un peu plates. Effectivement. Je comprends. Hey, je saute dans notre sujet. On disait courir à un âge plus avancé, puis j'ai sorti quelques petits exemples. Évidemment, je suis allé dans les extrêmes. Il y a un Indien, Foja Singh, qui lui a commencé à courir à 88 ans. Puis à 89 ans, il a fait le marathon de Londres. Il a couru le marathon de Toronto à 100 ans. C'est le premier au monde à faire un marathon à 100 ans. Puis il aurait fait son dernier là, à 104 ans. À 108, toujours en vie. Déjà, ça donne une bonne idée. Okay, c'est peut-être pas si mauvais la course. Ça peut être bon. Il court peu, mais il marche encore un genre de 8 km par jour là, dû à une hernie. Il y a Ed Whitlock aussi dans le monde de la course. Moi, c'est pas la première fois que je vois ce nom-là, qui lui a commencé à s'entraîner dans la soixantaine. Et à 72 ans, il était le premier septuagénaire à faire sous la barre des 3 heures sur marathon. Donc, quand même un temps très, très respectable. Puis c'est ça, j'ai le goût de sauter dans le sujet en te posant la première question. Est-ce qu'on peut être trop vieux pour courir? Très bonne question. Écoute, quand on préparait l'épisode, on se demandait d'ailleurs c'est quoi être vieux en partant, puis ensuite de ça, qu'est-ce qui est rendu être trop vieux. Mais pour faire une réponse courte, je pense que tu l'as bien illustré avec les exemples que tu nous as donnés là. Non, on peut pas être trop vieux pour courir. C'est sûr qu'on court pas de la même façon à 70 ou à 100 ans qu'on court à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, il faut
Je pense la façon dont on court, la façon dont on récupère, la façon aussi dont on ne court pas, OK? Donc, tout ce qui va autour de la course à pied doit aussi être adapté. Mais à vrai dire, non, il n'y a pas d'âge à partir duquel on est trop vieux pour courir. Puis même, on peut même pousser la note en disant que les bénéfices de se mettre à la course à pied vont être, à vrai dire, plus grands chez quelqu'un qui est soit plus âgé ou moins en santé, parce que justement, on a plus de différentiels à aller chercher. Puis, ça peut même être plus bénéfique quand on est plus âgé et plus malade. Donc, ce qui peut sembler contre-intuitif, des fois, on dit « Ah non, je suis trop vieux, je suis trop magané, je suis trop ci, je suis trop ça ». Bien, à vrai dire, c'est l'inverse. C'est cette population-là que les bénéfices vont être les plus grands. C'est exactement le même discours que Maxime avait dans l'épisode Interpréter son VO2 max, comme quoi, quand on se sent en poche, par exemple, en musculation, c'est là qu'on devrait sauter sur l'occasion, c'est là qu'on va avoir plus de gains, dans le fond. Clairement. Mais tu vois, je l'aurais pas vu comme ça pour commencer la course. C'est comme plus t'es magané, mais plus t'as du bénéfice à bouger, finalement, là. Tout à fait, tout à fait. Mais après ça, comme on disait, c'est sûr que les objectifs sont pas les mêmes. Ceux qui sont habitués de faire des courses ou des événements, on remarquera que souvent les catégories vont être divisées en groupes d'âge. Fait que c'est pas pour rien, c'est parce qu'on court pas nécessairement à la même vitesse ou de la même façon quand l'âge avance. C'est pas nécessairement linéaire, OK? Si on regarde certaines données, par exemple, le marathon de Boston ou le marathon de New York, les meilleures performances, les pics de vitesse vont habituellement survenir aux alentours de 29 ans. Donc, on peut voir qu'il y a un certain pic sur les distances plus longues. Là, je parle ici du marathon. Donc, les distances, l'endurance prend un certain temps à se développer, mais après ça, va se dégrader plus lentement. On dit qu'on perd grosso modo 1 à 2 % de vitesse, en guillemets, par année, passé l'âge de 30 à 40 ans. Ça varie selon les études, selon les données et les stats. Ça va s'accélérer ensuite quand les décades vont progresser. À partir de 50-60 ans, on parle plus d'environ 5 % par année de perte de vitesse. Donc, ça devient plus marqué quand l'âge avance. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut arrêter de courir parce qu'on court moins vite. Mais cette diminution-là, tu sais, si je prends moi, que ça fait 3 ans que je cours de façon assidue, je pense que je ralentirai pas. Je veux dire, je perdrai pas ce pourcent-là parce que je suis au début de ma course puis je suis encore en train de progresser avec mes entraînements. Là. J'ai quand même du jeu encore, j'espère. J'espère qu'il va tirer. Moi, j'ai le goût d'oser une réponse, puis je dirais qu'en fait, c'est pas tant ta performance qu'on évalue, mais ta capacité maximale. C'est que en vieillissant, à un moment donné, ton potentiel va réduire, mais ça n'a aucun rapport avec ta performance. Mais moi, je le verrai pas parce que je suis pas à cette capacité maximale. Exactement. Je ne vais pas perdre. Fait que ça, c'est des valeurs d'athlète de haut niveau, en fait, que non, tu ça s'applique à toi pareil aussi. C'est juste que tu sais, comme effectivement, si tu ne l'atteins pas, tu as encore du développement possible, mais ton potentiel va réduire. OK, je peux pas me rendre aussi haut. OK, ouais. C'est ça, effectivement, tu ne pourras pas te rendre aussi haut aujourd'hui si tu courais, mettons, il y a 10 ans. Mm-hmm. Puis ce qui est intéressant là-dedans, je trouve, je suis content que tu aies les chiffres. J'avais déjà vu des chiffres similaires, là, mais j'avais pas la précision que tu amènes, c'est intéressant. Par contre, c'est quelqu'un qui reste stické sur son temps. Ah, moi, j'ai fait 3 heures sur marathon quand j'avais 26. Ben, peut-être que si aujourd'hui, tu fais 3h10 sur ton marathon à 48, c'est foutrement meilleur. Oui, c'est ça. Si on prend en compte justement la diminution du potentiel, puis tu viens faire le ratio avec les pourcentages de potentiel perdu, ben, ton 3h10 aujourd'hui est énormément, largement plus performant finalement là, qu'un 10 minutes plus rapide il y a 20 ans, par exemple. Tout à fait. Fait que pour ceux qui continuent à s'entraîner et à courir avec l'âge qui avance, qui veulent continuer à progresser, il faut faire attention de changer un peu ses barèmes de plus ce qui est nécessairement au temps, comme tu le dis, mais ajuster ces temps-là. L'exemple que j'aime bien, qui me fait rire là, un peu par rapport à ça, c'est on dit des fois que l'âge, c'est pas une maladie, c'est plutôt une occasion de se qualifier pour Boston. Oh oui! Vous l'avez peut-être déjà vu passer celle-là, mais c'est que justement, les temps de qualification deviennent soudainement un peu plus accessibles quand on avance en âge pour autant qu'on se tienne en forme et qu'on maintienne notre entraînement. Fait que c'est une façon des fois de voir ça, de dire « OK, non, je fais juste me rapprocher d'un objectif en vieillissant. » Mon entourage de non-coureurs me trouvait débile d'être content d'atteindre 40 ans, justement. J'ai dit, yes, je change de braquette d'âge. J'étais tout content.
Exact. Puis, pourquoi on ralentit avec l'âge? Eh boy, moi j'ai le goût d'avancer. Est-ce qu'il y a, au niveau neurologique, est-ce qu'il y a peut-être une incidence parce que l'influx nerveux va peut-être ralentir avec l'âge, qui fait que tout voyons, au niveau musculaire, parce que c'est l'influx nerveux qui fait réagir, qui fait la contraction musculaire. J'imagine qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Je pense que c'est plusieurs facteurs ensemble aussi. Peut-être perte d'élasticité au niveau des muscles. Après ça, au niveau cardiovasculaire, moins grande efficacité au niveau du cœur. C'est déjà des très bons. Ouais, non, c'est des très bonnes hypothèses. Ouais, puis vous l'avez bien nommé, je pense que c'est multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués puis qui vont jouer chacun à leur façon. Vous en avez nommé des bons. Ce que tu disais, Bill, la diminution de la vitesse de conduction nerveuse va être un des facteurs. On va parler aussi au niveau cardiovasculaire, comme vous avez dit, une diminution de la fréquence cardiaque maximale. Tu sais, vous avez tous déjà vu passer là, les formules, grosso modo, 220 moins ton âge, etc. C'est pas tout à fait exact, mais ça donne un estimé. Le VO2 max va diminuer aussi avec l'âge. Au niveau musculaire, ce qu'on va voir surtout, c'est une diminution de la masse musculaire ou de la force musculaire, plus que nécessairement que de l'élasticité. Fait que ça va se traduire par une perte de force ou d'explosion ou de capacité de courir vite. Il va y avoir des changements hormonaux aussi qui vont apparaître avec l'âge, diminution de la testostérone, entre autres chez les hommes avec le vieillissement. Donc ça, c'est tous des facteurs qui vont contribuer à la diminution de la vitesse de course. Ça va se manifester, cette diminution de vitesse-là, on dirait surtout sur les plus courtes distances, parce que c'est là qu'on va solliciter davantage notre capacité maximale en termes de fréquence cardiaque maximale, de VO2 max, de force musculaire. Fait que ça va avoir moins d'impact sur les courses plus d'endurance et de longue distance. Puis aussi, on peut dire que ces courses-là vont être plus influencées ou vont avoir un plus grand impact de l'expérience de coureur. Fait que c'est là aussi que ton bagage et ton expérience peuvent venir compenser davantage sur un marathon que sur un 5 km, par exemple, où la stratégie, c'est pas mal juste de courir le plus vite que tu peux pendant le plus longtemps que tu peux. Mais je suis content que tu le nommes, je voulais aller là. Puis quand j'ai commencé à courir, je me suis rendu compte qu'effectivement, dans les amateurs du moins, la tranche d'âge 40-45 est très performante. Là. C'est des gens qui sont, puis surtout plus les distances allongent. Puis je pense effectivement que la maturité des gens, la maturité naturelle versus un jeune de 22 qui va être très performant sur 5, parce que comme tu dis, c'est les deux fils se touchent, tu pars du cours puis c'est terminé. Mais d'avoir la maturité, de OK, je peux pas y aller à fond sur un marathon ou sur un demi, il faut que je gère mon énergie, il faut que je gère mon hydratation, il faut que je pense une couple de jours avant. Fait que tu sais, tout ça, je pense que l'âge va aider justement à avoir une stratégie un peu plus intelligente que juste mettre la pédale au fond. Et puis, je reviens tantôt sur ce que tu disais, tu parlais, là, on voit un pic au niveau fin vingtaine dans ces coins-là. Mais je rappelle que le meilleur marathonnier au monde aujourd'hui, Eliud Kipchoge, a 39 ans. Fait que quand même, mais ça rejoint ce que tu dis, c'est sur de la plus longue distance, il est sur du marathon. Là. Mais c'est quand même assez âgé, même si on prend tout sport confondu. À 32, t'es pas mal fini dans tous les sports, là, tu vas plus aux Olympiques. Là. Mais sur marathon, il y a quand même des coureurs, je vais dire, relativement plus âgés là, quand on se compare à d'autres athlètes. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, on parle tantôt de dire, bon, OK, c'est plate, tu ralentis quand tu vieillis, mais il y a tellement de bénéfices sur la santé que il faut savoir mettre un peu de côté son ego, puis le focus sur les données et les temps, puis réaliser tous les bienfaits qui viennent avec la poursuite de la course à pied là, avec l'âge qui avance. On a glissé un mot tantôt en disant que oui, plus t'es vieux, plus t'es malade, paradoxalement, plus ça vient t'aider. Puis, les impacts vont jouer aussi sur vraiment plusieurs systèmes au niveau du corps humain. Bon, évidemment, on peut penser au côté cardiovasculaire. Fait que ça va améliorer, tu mentionnais tantôt Isabelle, là, l'efficacité de la pompe cardiaque. Ça va aider aussi les artères à mieux se relâcher, à mieux se dilater pour accommoder cette circulation-là. Fait que ça va entraîner souvent des pressions sanguines qui vont être moins élevées. Il va y avoir moins de risques d'hypertension artérielle. Ce qui va accompagner ça, il va y avoir moins de risques de maladies vasculaires. Il va y avoir moins d'insuffisance rénale, moins de démence. Ça, c'est toutes des choses qui sont influencées par la circulation sanguine. Puis finalement, on vient diminuer l'incidence là, en améliorant la capacité cardiovasculaire. Il va y avoir des impacts aussi au niveau du système musculo-squelettique.
On fait juste penser à tous les impacts répétés qui sont associés avec la foulée, la course à pied, mais tout ça, ça vient aider à préserver la densité osseuse. Ça diminue les chances d'ostéoporose, de fractures. On vient maintenir aussi une meilleure masse musculaire. Fait que finalement, là, il y a des gros avantages là, pour venir diminuer ou restreindre là, les effets du vieillissement sur le corps humain. J'ai eu la chance de visiter le laboratoire d'anatomie de l'Université du Québec à Trois-Rivières et de voir, tu sais, ostéoporose, on entend ça, puis les os qui sont très, je veux dire, friables ou qui se cassent à rien finalement. Et puis j'ai eu la chance justement d'en prendre un os, un fémur sain, puis un fémur qui avait de l'ostéoporose. Et c'est hallucinant là, comment celui malade est léger, puis on voit là, les bulles d'air dedans. OK, je comprends à quel point ça doit être fragile. Puis comme tu dis, la course, le fait d'avoir de l'impact répété, de faire vibrer l'os, le fait se régénérer puis garder une bonne densité, une bonne santé osseuse. Tout à fait. Fait on pense là, vraiment cardiovasculaire, on pense osseux, puis musculaire, et on pense aussi au niveau psychologique, ce qui n'est pas négligeable non plus dans le vieillissement, de vieillir avec un bon état d'esprit, c'est essentiel aussi. Quand on regarde la condition de certaines personnes âgées, tu sais, je pense à ton marathonien qui court à 100 ans. C'est hot, là. Tu sors dehors, tu cours, tu sais, t'es en contrôle de ton corps, t'attends pas juste la mort, là. C'est vraiment triste, pour vrai, là. Ouais. J'avoue, hein. À choisir, choisis la course. Vous avez sûrement vu passer récemment la dernière publication de Coach Frank sur Strava qui parlait d'autres bénéfices associés à la poursuite de la course à pied avec l'âge qui avance. Non? Non, OK. Il citait une étude là, qui notait une diminution d'incidence de dysfonction érectile. Ah! Coach Frank, on le salue. Fait que son commentaire était de dire c'est pour ça qu'il veut continuer à courir jusqu'à sa mort. Oui, c'est ça. On a trouvé la raison. C'est excellent. Puis tu sais, au final, pourquoi la course a autant mauvaise réputation? En fait, je le sais un peu, tu sais, souvent on pense aux articulations, mal aux genoux. Pourquoi, dans le fond, on associe puis on n'arrive pas à dissocier le fait que la course cause pas autant de problèmes, finalement? Ouais, mais t'as un bon point. Puis je pense que là, tu le nommes là en citant une blessure. Bill, tu l'as nommé tantôt en parlant aussi de stress oxydatif là, qui peut être associé. Fait que oui, la course à pied ou l'exercice en général, ça vient apporter une certaine inflammation, un certain dommage au niveau des tissus, au niveau des cellules, au niveau du corps. Puis, c'est important de bien doser ce dommage-là, puis de bien permettre au corps d'avoir le temps nécessaire pour se réparer, pour pouvoir maintenir son état d'équilibre et d'homéostasie. Donc, oui, la course à pied en soi est une façon de créer des micro-dommages répétés au niveau de ton corps. Fait que c'est important de bien doser ce micro-dommage-là et de bien permettre à ton corps de venir le réparer pour être capable de fonctionner là, sans accumuler de blessures. C'est particulièrement plus vrai avec l'âge qui va avancer. La capacité de récupération et de guérison du corps va être un peu ralentie, un peu moins vigoureuse. Donc, comme on mentionnait un peu en début d'épisode, ça va être important de permettre au corps d'avoir la récupération nécessaire. Puis cette récupération-là va être un peu plus importante avec l'âge qui avance. Fait que oui, la course à pied peut être néfaste si elle est mal faite. On le sait tous, puis on a toutes des histoires là-dessus. Puis c'est un peu un des grands objectifs de votre podcast, c'est d'essayer de donner des trucs et des conseils aux gens pour demeurer actifs, puis apprivoiser la course à pied, puis aller en tirer les bénéfices sans les mauvais côtés. Mais oui, c'est sûr que si la balance se perd, on peut avoir des difficultés, puis des problèmes, puis des séquelles. Mais c'est pas quelque chose qui est impossible à obtenir là, un équilibre avec la course à pied. J'ai une question. Moi, je suis bien sensible. Hein? L'autre fois, je courais sur mon entorse, puis ça me piquait. Finalement, c'était une piqûre de mouche. J'étais un peu à l'écoute, un peu trop à l'écoute de mon corps. Puis ma question est la suivante. Tu parles de récupération. Faut-tu se fier vraiment à ces sensations physiques? Y est-tu trop tard une fois que ça commence à faire mal quelque part? Ou faudrait se fier justement à un plan d'entraînement puis aux critères là, qui ont été établis? Là? Ben, je pense que tu le soulèves bien, qu'il y a des gens, la sensibilité des gens aux différents bobos, aux différents inconforts pendant la course à pied va être variable. Il y en a pour qui le moins d'inconfort va être un signal d'alarme, puis d'autres qui vont rapidement mettre ça en petite poche en arrière puis l'ignorer.
Je te dirais, probablement que le juste milieu est recommandé. Mais encore là, c'est une question effectivement d'apprivoiser ces sensations-là pour réussir à discerner qu'est-ce qui est un inconfort, de qu'est-ce qui est vraiment une douleur de blessure. Puis avec l'expérience puis le millage, je pense qu'on en vient meilleur à discerner tout ça. Mais aussi, je pense que les plans de course à pied, les plans de progression de volume et tout ça viennent apporter un guide puis un encadrement pour t'aider là, à pas toujours te poser la question justement, j'en fais-tu trop, j'en fais-tu pas assez, je suis en train de me blesser ou je suis pas en train de progresser. Fait que je pense que de combiner oui, des guides et des courses, des guides et des cadres, des entraîneurs et tout ça, avec ta propre sensation, c'est un apprentissage qui se fait au fur et à mesure qu'on progresse dans la course à pied. Mais oui, de combiner tout ça, je pense que ça peut être utile. Puis aussi, on a la chance de vivre en 2024. Il y a maintenant des technologies qui peuvent t'aider aussi là-dedans. Tout ce qui est montres, bagues, vêtements connectés et autres peuvent t'aider à donner des indices sur justement ton état de fatigue, de récupération, et ainsi de suite. Fait que c'est un outil supplémentaire qui peut t'aider à discerner dans tout ça. Là, je suis en train de me diriger dans la bonne direction ou pas. Merci de me donner la dernière pichenote qu'il me fallait pour acheter un autre gadget. Laquelle? Une bague. Une bague, ouais. Ouais, les bagues, ça a l'air cool pour le suivi. Mais remarque, ma montre fait tout ça. Là. C'est vraiment juste la montre du gadget. Puis le temps de récupération avec l'âge, est-ce que dans le fond, il va augmenter? Au lieu d'être 2 jours, ça va devenir 3 jours? J'étais curieux parce que tu as dit les plus importants. Je me dis, c'est quoi? C'est-tu de se reposer plus fort, de faire moins de choses ou c'est plus longtemps? Ouais, bonne question. Encore là, ça va tout dépendre de qu'est-ce que tu as fait comme, par exemple, sortie de course, en termes de durée, en termes d'intensité, en termes de qu'est-ce que tu as causé comme dommage finalement. Fait qu'il n'y a pas de one size fits all comme réponse à ça. C'est sûr qu'il faut être conscient que oui, la récupération va être plus longue et plus lente avec l'âge qui avance et qui vieillit. C'est sûr que tu peux avoir une idée avec justement ton état de fatigue puis ton état de bien-être. Si tu retournes courir le lendemain puis que tes jambes lourdes, puis ça tire, puis tu as l'impression d'avoir mal partout direct en commençant, probablement que tu es retourné courir un peu trop rapidement. Si tu y vas, tes jambes fraîches, tu as du plaisir, puis ça va bien, puis tu n'as pas de bobo nulle part, puis tes temps, puis tes distances progressent. Probablement que tu as assez de récupération que tu t'octroies, mais il faut être conscient que ce temps de récupération-là doit augmenter. Récupération ne veut pas dire rien faire, OK? Ça ne veut pas dire de dire, bon, OK, je suis allé courir, maintenant, il faut que je reste assis sur mon divan pendant le restant de la journée pour récupérer. Okay? Souvent, on va parler plus des bénéfices de la récupération active, donc de continuer à avoir une certaine activité musculaire et cardiovasculaire plus faible en intensité, mais qui va permettre finalement de garder la circulation sanguine, qui va permettre de faire le ménage, si on veut, là, en termes de déchets métaboliques accumulés, puis de venir remplir les réserves à nouveau pour pouvoir préparer un nouvel effort. Fait qu'on parle plus de récupération active. Puis là-dessus, on parle aussi de sommeil, on parle aussi d'alimentation, on parle aussi de tout ce qui accompagne finalement là, une bonne récupération. Je m'en allais justement là. Je pense que c'est 2 grands sujets intéressants. Au niveau du sommeil, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux nous dire avec l'âge? Est-ce que le sommeil devient plus important pour récupérer? Est-ce que les besoins de sommeil diminuent? Puis finalement, c'est quoi l'incidence là, avec l'âge versus la course? Bonne question. On sait que les patrons de sommeil vont changer un peu avec l'âge qui avance. Souvent, on va entendre là, les personnes âgées qui disent qu'ils dorment pas mal moins bien que quand ils étaient plus jeunes ou ils vont se réveiller plus tôt. Fait qu'à ce moment-là, il faut être conscient que le sommeil récupérateur, le sommeil réparateur d'une nuit de sommeil peut être plus difficile. Fait que c'est là des fois qu'on peut avoir recours aux bonnes vieilles siestes, de réintroduire ça dans la routine. Fait que ça peut être un retour en force des siestes pour venir compenser des fois des nuits de sommeil qui vont être moins réparatrices. À l'université, on parlait justement dans un des cours là, de la personne âgée, puis un des profs avait nommé que les personnes âgées, souvent, ils vont dire « Ah, c'est normal, tu sais, je suis rendue vieille, fait que j'ai mal. » Mais c'est pas normal d'avoir mal, parce que je pense que ça peut être quelque chose qui va justement limiter... on dirait que je suis mal de dire « personne âgée », mais tu sais, en tout cas, plus tu vieillis, il y en a qui font comme « ça fait trop mal, je suis rendu vieux, j'ai mal, fait que je cours pas. » Mais à l'inverse, je pense que ça aiderait. C'est sûr qu'il y a certaines pathologies qui vont aller à l'encontre de pratiquer la course à pied. Okay? On pense à quelqu'un qui va avoir une arthrose très avancée au niveau de ses articulations, qui a sa faute os sur os, que marcher est une épreuve.
c'est sûr que je n'irai pas recommander à cette personne-là d'aller courir. OK? Fait qu'il faut discerner vieillissement normal et vieillissement plus pathologique, où est-ce qu'on commence à avoir des maladies. Il y en a certaines qui, oui, peuvent être des obstacles à la pratique de la course à pied. Ça, c'est certain. Fait qu'il faut quand même discerner. Mais comme tu dis, le vieillissement normal, le vieillissement en absence de maladie, de pathologie, n'a pas nécessairement à être accompagné de douleurs et de dysfonctions. Tu mentionnais tantôt, oui, il y a des personnes âgées qui se bercent dans des CHSLD à attendre la mort. C'est quand même pas la majorité. C'est des fois cette image-là qu'on a en tête, mais c'est souvent impressionnant de voir les gens qui vieillissent aussi de façon active, puis en beauté, et qui demeurent des beaux modèles. Fait que je pense que des fois, on a une vision un peu teintée de la vieillesse pathologique, mais l'inverse est aussi très présent et très inspirant. Tu me rappelles un bon souvenir où j'étais parti en vélo avec un ami. Puis, on s'est fait, pas rattraper, là, mais il y a un cycliste qui s'est joint à nous, qui s'est collé derrière nous, qui fait un bout. Puis là, à un moment donné, il avance, puis on arrête à une intersection, à un moment donné, ensemble, on jase un peu, puis monsieur est assez âgé, là, mais en forme, là, il était bien au-delà de ma performance à moi en vélo, là. C'était moi le jeune qui rushait en arrière, là. Et puis, à un moment donné, on est arrêté, puis tu parlais tantôt, là, la formule 220 moins ton âge. Il me dit, il me voit regarder ma montre, puis je regardais mon rythme cardiaque, puis il dit, c'est quoi toi ton max, tu sais? Fait que, je calcule vite, là, 220 moins 40, je vois 180 à peu près. Il dit, moi, je peux pas calculer ça, parce qu'il dit, sinon, il dit, à mon rythme maximal, je serais assis sur mon divan. Parce qu'il était tellement vieux, il dit, si j'enlève mon âge, là, je ferais rien. Mais c'était un super cycliste, le monsieur, chic type, puis vraiment en forme. Fait que ça, je suis d'accord avec toi, je trouve que ça donne foi à vieillir, puis c'est pas mal plus intéressant de regarder, de se laisser inspirer par ces exemples-là, plutôt que par justement ceux qui se bercent et qui ne bougent pas, là. Puis je vais rattraper la balle au bon avec ce que tu me parlais en parlant de cyclisme. L'entraînement varié va être plus important aussi avec l'âge qui avance pour diminuer les risques de blessures. Parce qu'on parlait tantôt là, des impacts répétés associés à la course à pied. Puis que des fois, justement, les articulations, les os, les muscles vont avoir un peu plus de difficulté à récupérer de ça. Fait que c'est là qu'il y a l'importance de venir varier les différents entraînements, de venir intégrer du vélo, de la natation, de la musculation. Donc, d'autres façons de s'entraîner et de bouger, mais qui ne vont pas aller solliciter puis aller toujours taper sur le clou de la même façon. Fait que ça, c'est particulièrement vrai là, avec l'âge qui avance. Fait qu'encore là, quand on parle de repos ou de récupération, je reviens sur, je disais tantôt, c'est pas de rester assis sur son divan, mais des fois, ça peut être de varier les sports pour augmenter tranquillement l'espace entre les sorties de course à pied, mais de faire des sports qui vont être complémentaires ou qui vont aller solliciter le système différemment là, pour éviter d'avoir des accumulations de stress. Je t'écoute, puis tu sais, ça ressemble beaucoup à des stratégies pour continuer à courir en temps de blessure, où justement on varie, on diversifie, on reste actif, parce que ça favorise justement le retour, la meilleure guérison, etc. Fait que, ouais, je fais un certain parallèle. Je veux pas dire que vieillir, comme tu dis, là, vieillir, c'est pas une maladie, mais quand même, la stratégie, je la trouve quand même relativement similaire, là. Ouais. Je pense que c'est recommandé à tous les âges, là. Je pense qu'on devrait pas c'est juste qu'on le fait pas. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on est un petit peu trop téméraire, là. Bon point. Tu as nommé tantôt aussi quelqu'un qui fait de l'arthrose sévère, que là, c'est os sur os, puis je n'enverrais pas courir. Mais j'ai le goût de te ramener sur... souvent, on va entendre... Moi, mon médecin m'a déjà dit « Ah, tu as de l'arthrose modérée au niveau de la colonne, normal chez un coureur. » Est-ce que l'arthrose a un lien direct avec la course? C'est une bonne question. Certaines études ont justement se sont attardées au volume d'entraînement puis la corrélation avec l'arthrose. Puis à vrai dire, ça vient faire une courbe qui est un peu en forme de J. Okay? C'est-à-dire que une plus petite quantité d'activité physique ou une très grande quantité vont tous les deux être associés avec plus d'usure et plus d'arthrose dans les articulations. Okay? Versus quelqu'un qui va pratiquer l'activité physique de façon modérée va être associé à une diminution du risque d'usure et d'arthrose sur le long terme. Okay? Donc, autant la sédentarité que les très hauts volumes vont être associés à plus d'usure et plus d'arthrose. Okay? Et c'est là qu'il y a un peu... on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'est la définition de très haut volume. Je m'en allais là. Je voulais savoir c'était combien très haut volume. Ouais, mais généralement, c'est quand on pense plus au niveau des athlètes professionnels, okay, qui vont faire plus d'une vingtaine d'heures par semaine.
Okay? Ce qui est pas généralement monsieur, madame, tout le monde. OK? Mais encore là, la démarcation est pas claire et ça varie aussi selon plusieurs autres facteurs. Mais en gros, il faut retenir que oui, la course ou l'activité physique de façon modérée étant ce que la plupart des gens dans notre auditoire vont pratiquer, est bénéfique pour diminuer les risques de faire de l'usure et de l'arthrose. Comment ça va diminuer ça? Bien, ça va améliorer la masse musculaire au pourtour des articulations qui vont venir mieux les soutenir. Ça va améliorer aussi la nutrition du cartilage. Quand on court, quand on fait un impact sur une articulation, ce que ça vient faire, c'est que ça vient faire une certaine compression au niveau du cartilage. Puis ça, c'est un peu comme si on prenait une éponge, puis qu'on la serrait et qu'on la relâchait. Bien, ce qui va arriver, c'est que l'eau qui est à l'intérieur va sortir, puis quand on relâche, il y a de l'eau neuve, si on veut, qui va pénétrer à l'intérieur. Fait que comme le cartilage n'a pas de vaisseau sanguin qui vienne le nourrir, quand on vient le comprimer, quand on vient le cycler comme ça vient permettre d'avoir une certaine circulation de différents facteurs de croissance, de facteurs de nutriments, de choses comme ça qui vont venir garder le cartilage plus sain. Donc, ces compressions, relâchements-là vont aider finalement à maintenir la longévité de l'articulation. Tu as parlé tout à l'heure quand on parlait de mobilité, flexibilité, est-ce que ça aussi, avec l'âge, là, je t'entends déjà, Isa, me dire on devrait déjà le faire, même quand on est jeune, mais ça devient-tu plus important avec l'âge d'entretenir justement la flexibilité, mobilité? Ben, clairement. Fait que tout ça fait partie des stratégies de vieillir en beauté, de diminuer les risques de blessures, diminuer les risques de chute aussi quand on vient maintenir une meilleure amplitude articulaire, une meilleure réactivité articulaire. Fait que c'est tous des bénéfices qu'on va tirer de la course à pied, mais que oui, il faut travailler aussi un peu en parallèle. Donc dire je fais juste courir en vieillissant, ben c'est peut-être une moins bonne stratégie que dire oui, OK, je vais courir, mais en parallèle, je vais faire justement des assouplissements, des exercices de mobilité, de la musculation, du cross-training, donc tout ce qu'on vient de nommer. Puis aussi, la technique associée à la course à pied va devenir un peu plus importante là, pour éviter les risques de blessure. Là. Quelqu'un qui va courir de façon trop pesante du talon, par exemple, ben, va augmenter ses risques de fracture davantage avec un os qui va être plus faible ou plus fragile avec le vieillissement. Si tu commences plus tôt puis que tu te maintiens, je pense qu'à la limite, si je compare quelqu'un de 45 ans qui s'entraîne depuis 20 ans, a besoin de moins faire attention qu'un sédentaire de 22 ans? Oui, je pense que l'exemple que tu donnes là est vrai, mais il y a des choses avec lesququelles tu peux t'en tirer pas mal plus facilement à 22 ans qu'à 40, 50, 60 ans. C'est sûr, effectivement. C'est ça, dans le fond. Ouais. C'est juste la tolérance est probablement beaucoup plus grande quand tu es jeune. La tolérance puis la réparation des blessures. Ouais. Là, ouais. C'est ça. Tu vas te guérir plus vite, tu vas te réparer, tu vas récupérer plus vite. Tu ne seras pas raqué pendant 4 jours. Tu vas, OK, c'est correct. J'ai l'impression que tu me mets tantôt avec une fragilité osseuse à un moment donné. Le jeune, ça va juste être bon, OK, j'ai un peu mal au talon ou j'ai un peu mal au tibia, mais le lendemain, il s'en ressent plus. Tandis que chez une personne qui a une fragilité osseuse, à cause de l'âge ou à cause de n'importe quelle raison pathologique, ben c'est parce que ça peut être fâcheux, là, ça peut finir par une fracture de stress ou une fracture. Fait que l'incidence devient peut-être pas, j'allais dire plus grave ou plus probable, par exemple, que quand tu es jeune. Fait qu'on s'en soucie moins quand on est jeune parce que la résilience est plus forte et plus grande. Ouais, tu as plus de jeu, là. Ouais. Ouais, mais c'est tout à fait vrai que les conseils qu'on donne là, c'est des conseils qui s'appliquent pas juste aux coureurs plus âgés. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est ça, je pense que l'importance est plus grande dans ce groupe d'âge-là pour maintenir la capacité à courir. Si justement, là, tu t'en vas faire une sortie de course à pied, là, puis t'as exagéré un peu, t'as mal, t'es raqué partout le lendemain. Qu'est-ce que tu pensais de ça? La glace, les anti-inflammatoires, des choses comme ça? Oh, la question polarisante. C'est bon, j'aime ça. Mais tu prends pas d'anti-inflammatoires. Moi, oui, mais... Pas les autres. Ouais. Moi aussi, je dirais pas d'anti-inflammatoire. Glace, chaud, je suis tout mêlé. Moi, j'ai tout le temps le goût de mettre du chaud parce que c'est confortable, mais je pense que c'est glace plus, là. Votre réponse est bonne, qu'effectivement, vous avez senti le piège, que oui, c'est une question qui peut être un peu polarisante.
Puis écoute, ça donne bien. Il y avait un article, je pense, sur Radio-Canada cette semaine là, qui parlait justement là, de la prise d'anti-inflammatoires après les blessures ou après le sport, puis qui disait que c'était un gros non, que c'était très dangereux de faire ça. Je vais venir mitiger un peu cette réponse-là, dans le sens que la réponse inflammatoire, je suis tout à fait d'accord, est utile et même essentielle pour la guérison. Okay? On sait tous, si on va faire une course à pied ou si on va faire un gros entraînement, ça se peut qu'on ait les jambes douloureuses, raides là, pendant 24, 48 heures, 72 heures après. Ça, finalement, c'est un peu en lien avec la réponse inflammatoire de notre corps par rapport à ce qu'on a sollicité. Cette réponse-là, elle est bénéfique dans la guérison et la réparation. C'est un peu la même chose si tu t'en vas courir, que tu te vires la cheville, que tu te fais une entorse. Mais ton corps, il va venir créer une réaction inflammatoire, il va avoir de l'enflure, il va avoir les vaisseaux sanguins qui vont être dilatés pour venir amener des cellules. Donc, il va y avoir une réaction de guérison qui va être associée à l'inflammation. Puis jusqu'à un certain point, cette réaction inflammatoire-là est bénéfique dans la guérison. Donc, autant dans nos entraînements quotidiens, on a besoin de cette réponse inflammatoire-là, autant que quand il y a des blessures aiguës qui surviennent, cette réponse inflammatoire-là va aider à la récupération et à la guérison de notre corps. Donc ça, c'est l'aspect, je suis d'accord, les anti-inflammatoires, les éviter autant que possible. Pour le bénéfice de tout le monde, là, anti-inflammatoires, pour certains, je pense que ça va être des trucs prescrits par le doc, alors que pas tant. Là. On va parler de Advil, d'ibuprofène, Motrin. Exact. C'est ça, il y en a qui sont en vente libre. Ouais. Okay? Ibuprofène, donc Advil, Motrin étant les plus connus. Après ça, oui, tu as ceux qui sont prescrits par un médecin, tu en as une panoplie. Là. Mais oui, il y en a qui sont effectivement en vente libre. Là. Donc, si je suis raqué, je vais pousser la question. Si je suis raqué, justement, puis on dit, OK, pas d'Advil, mais Tylenol, aspirine, j'en prends-tu pas? C'est bon, ça fait le même effet que ce que tu dis? Mais je voulais la fin de sa précision là, qu'il voulait spécifier. Là, il n'a pas terminé. Ah, oh! Ouais. Je pensais qu'on était parti sur la glace. Là. J'étais sûr qu'on était parti sur la glace. Moi, je l'ai arrêté. Mais je vais répondre à ta question, puis je vais continuer après. Oui, Tylenol fait partie de la catégorie des analgésiques, okay, l'acétaminophène. Donc, lui, il n'y a pas d'aspect anti-inflammatoire. Donc, pour la douleur comme telle, oui, ça peut être utilisé sans nuire à la réaction inflammatoire. L'aspirine, l'acide acétylsalicylique, va avoir un aspect anti-inflammatoire. Okay, il va venir inhiber les cyclooxygénases. Donc, oui, il peut faire partie de la famille des anti-inflammatoires, même s'il est moins spécifique qu'un anti-inflammatoire comme tel, il va avoir le même effet au niveau de la réaction et de la réponse. Fait que si on récapitule, Tylenol n'est pas un anti-inflammatoire, aspirine est classé dans la même famille que ibuprofène, Advil, Motrin là, pour les fins de la discussion. Mais maintenant, on disait, ça c'est l'aspect où je suis d'accord que l'inflammation est bénéfique. Par contre, ça peut arriver que l'inflammation va s'emballer ou va un peu dérailler. C'est-à-dire que ce qui initialement était une réponse inflammatoire réparatrice ou une réponse inflammatoire bénéfique peut en venir à s'auto-entretenir ou à devenir juste inflammé parce que c'est inflammé et tomber dans une espèce de cercle vicieux où c'est auto-entretenu puis où le corps a la difficulté finalement là, à retrouver le bon chemin. Fait que ça peut être le cas dans certaines blessures chroniques où est-ce que la réponse inflammatoire va venir à bas bruit, mais ne sera jamais assez significative ou assez performante pour venir amener la réparation. Puis finalement, il va juste s'accumuler un peu plus d'inflammation sans pour autant que la guérison parvienne à prendre le bon chemin. Puis à un moment donné, cette inflammation-là va juste s'auto-entretenir. Puis on reste dans un milieu qui va être peu cellulaire, peu performant en termes de guérison, mais qui va avoir les caractéristiques de douleur et etc. qui vont être associées à l'inflammation. Fait qu'on peut se retrouver dans une espèce de situation où on a le pire des deux mondes, où est-ce qu'on a une inflammation qui est là, qui a amené des symptômes, mais qui n'amène pas la réaction de guérison. Fait que des fois, c'est des situations où, oui, effectivement, les anti-inflammatoires peuvent être utilisés pour essayer de venir casser un peu cette réaction inflammatoire-là, essayer de l'empêcher de se maintenir. Puis ça peut essayer d'aider là, le corps à reprendre le bon chemin. Fait que ça, c'est un des exemples. Puis une autre des situations où les anti-inflammatoires peuvent demeurer un outil, c'est que on sait pertinemment que certaines blessures ne vont pas nécessairement guérir. Okay? On dit que l'inflammation va être utile. Si, par exemple, tu te vires la cheville puis qu'elle est enflée, ben, on s'attend à ce que ton entorse guérisse. Okay? Donc, cette inflammation-là va être utile, va permettre la guérison.
Si on revient sur l'exemple d'un genou arthrosique, par exemple, où il y a de l'usure au niveau des cartilages, il aura beau avoir de l'inflammation, cette usure-là ne va pas se renverser. Le cartilage ne repousse pas sur les os. Fait que des fois, s'il y a un certain débalancement qui survient au niveau de l'articulation, qu'il y a une réponse inflammatoire qui s'installe dans une articulation, des fois, oui, il faut réussir à venir la casser ou à la couper pour permettre là, à l'articulation de revenir là, dans le droit chemin. Donc, ce qui crée la douleur, c'est pas nécessairement l'arthrose, c'est l'inflammation que ça vient créer. En partie, en partie. La douleur demeure un peu multifactorielle. Il y a plusieurs facteurs impliqués. Mais oui, l'inflammation associée va y contribuer. Donc, l'autre fois, quand on parlait, je t'avais posé la question pour l'infiltration au niveau de ma sacro-iliaque. Ce que tu nommais, justement, c'était OK, ouais, c'est ça, viens enlever l'inflammation pour arriver, après ça, à avoir un niveau d'entraînement suffisant pour renforcer les structures musculaires autour, puis que finalement, ça vienne limiter j'imagine, le frottement ou l'impact au niveau parce que j'ai de l'arthrose au niveau de ma sacro-iliaque. J'avais trouvé ça vraiment pertinent, mais il ne s'agit pas de s'asseoir là-dessus, s'asseoir sur les anti-inflammatoires ou les infiltrations, puis dire, bah, c'est le fun, ça fait plus mal, mais non, il y a quand même quelque chose à changer, là. Tout à fait. Puis tu m'ouvres la porte, je me disais que je glisserais peut-être un mot sur la grande question des injections ou des infiltrations aussi. Fait que si jamais vous voulez qu'on s'en aille là-dessus. Allons-y. Allons-y, parfait. Fait que c'est sûr qu'en termes d'injection ou d'infiltration, ce qui est souvent le plus connu ou ce que les gens ont en tête, c'est la cortisone. OK? La cortisone, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une hormone naturelle du corps qui a la propriété d'être un anti-inflammatoire très puissant. Donc, quand on vient l'injecter ou l'infiltrer, ça vient entraîner une réaction anti-inflammatoire focalisée, très, très efficace. Tu parlais de ta sacro-iliaque, ça peut être un endroit. Je vous dirais souvent, l'endroit le plus fréquent dans lequel c'est utilisé, c'est au niveau de l'articulation du genou. Okay? C'est une articulation qui, justement, va avoir la tendance à avoir des réponses inflammatoires assez importantes quand il commence à avoir un peu d'usure et un peu d'arthrose dans l'articulation. Les gens vont dire je fais de l'eau d'un genou, mais cette eau-là, c'est pas de l'eau, finalement, c'est un reflet de la réaction ou de la réponse inflammatoire là, qui survient au niveau de l'articulation. J'ai une analogie un peu par rapport à ça. Quand un genou devient irrité ou inflammé, souvent je dis c'est un peu comme quand ma blonde est fâchée. OK? Je sais pas, il y a peut-être des gars qui nous écoutent et qui ont déjà eu une blonde fâchée, qui vont comprendre un peu l'analogie. Fait que tu peux laisser ta blonde fâchée puis attendre qu'elle se défâche tout seul. OK? Des fois, ça peut être long. Puis des fois, ça se peut que, à force de négliger ou d'ignorer la situation, ben, qu'elle devienne juste de plus en plus fâchée parce qu'il se passe rien. Si je suis ta logique, dans ce temps-là, t'as pique? Dans ce temps-là, ce que je fais, c'est j'ai l'option de dire, regarde, est-ce que je fais une soirée où je me dis, gars, écoute, chérie, je sais pas pourquoi je m'excuse, mais je m'excuse de ce que j'ai pu faire. Prends un bon souper, on se met une bouteille de vin, puis une boîte de chocolat. OK? Fait que mon infiltration, c'est un peu comme ma soirée d'excuses. OK? Donc, je viens finalement mettre un peu le couvercle sur la marmite. Je viens calmer la réponse inflammatoire. Puis, je viens donner la chance à l'articulation ou à la relation de reprendre le bon chemin. C'est sûr que si pendant qu'il y a l'effet de l'infiltration, je continue à faire exactement les mêmes mauvaises habitudes qui ont mené à cette situation-là, on parle de couple ou on parle de mon genou, quand l'effet de l'infiltration va s'estomper, on va revenir à la case départ, puis on va dire, ouais, l'infiltration, OK, ça m'a soulagé pendant X temps, mais finalement, je suis au point où j'en étais. Fait que ça revient un peu à ce qu'on disait, Isabelle. Quand tu as la chance d'avoir les bénéfices ou l'accalmie suite à l'infiltration, ben c'est le temps de changer certaines habitudes ou de retravailler davantage ta musculation, ta stabilisation et toutes les choses qui ont probablement fait un peu défaut dans un premier temps puis qui ont mené à ce que la blessure survienne. Donc, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on donne la chance à mettre la douleur de côté, mettre la réponse inflammatoire un peu de côté pour pouvoir finalement travailler tous les autres aspects autour de la blessure qui vont lui permettre là, finalement d'éviter de reprendre le même chemin. Fait que c'est pour ça que des fois, on a la question, non, une infiltration, ça dure combien de temps?
il n'y a pas vraiment de réponse à ça. L'idée, ça dépend un peu à quelle importance et à quelle intensité tu vas réintroduire les stress mécaniques ou les stress irritatifs sur ton articulation, puis à quel point ceux-là vont réussir à être du contrôle. Fait que dans un monde idéal, quand quelqu'un me dit mon infiltration va durer combien de temps, ben je dis j'aimerais ça qu'elle dure pour toujours. Parce que si on profite du temps que justement tu as moins de douleur, tu as moins d'inflammation, on a pesé sur le piton reset, puis là, OK, là, tu réajustes ton volume de course plus progressif, tu évites ce qui a mené à la perte de balance, tu travailles un peu plus sur ton cross-training, etc. Mais après ça, quand l'effet de l'infiltration dans l'articulation s'estompe, on n'a pas repris le même chemin. Finalement, on a pris un chemin parallèle qui était plus doux et plus acceptable pour ton articulation. Puis, au bout de la ligne, on se trouve être en meilleure posture. Et finalement, d'avoir trop d'infiltration, ça peut-tu créer d'autres conséquences? Tout à fait. Fait que ça, j'ai parlé des bénéfices, mais si on regarde certaines études qui ont été faites sur le long terme, les infiltrations répétées pourraient théoriquement amincir un peu ou accélérer l'usure du cartilage. OK? Tantôt, on disait qu'un certain niveau de réponse inflammatoire est bénéfique dans la guérison, l'entretien, etc. Fait que si on vient trop diminuer ça de façon prolongée, finalement, on vient diminuer un peu les bénéfices dont on parlait d'avoir un petit niveau d'inflammation là, associé. Donc, de trop atténuer cette réponse-là, on vient diminuer un peu la capacité de notre corps à faire cette micro-réparation constante-là. Fait que ces risques et ces bénéfices-là des infiltrations vont devoir être adaptés selon justement le tissu ou l'articulation dans lequel on le pratique, puis à quelle fréquence il est fait, puis l'âge de la personne. Fait que plus une personne est jeune, plus on va vouloir éviter d'entrer dans le cycle des infiltrations répétées, OK? Parce que là, à ce moment-là, les risques d'avoir une usure du cartilage vont être plus importants, OK? Versus quelqu'un il vient me consulter, par exemple, puis qu'il y a déjà plus de cartilage dans son genou parce que c'est rendu os sur os, plus grand-chose à user de ce côté-là, puis tu dis, écoute, ton bénéfice, c'est juste de pouvoir continuer à marcher, je pense que c'est plus grand que de s'abstenir. Fait que c'est toujours une question de risque-bénéfice. Fait que oui, il faut être conscient que c'est pas quelque chose que tu veux utiliser de façon répétée, puis c'est un peu un gros canon qu'on sort pour les cas qu'il nécessite, mais c'est pas une panacée sur laquelle sauter là, à la première blessure ou au premier inconfort. Il y a beaucoup d'éducation à faire autour de ça. C'est pas juste de faire une infiltration, c'est d'enseigner à la personne, OK, mais là, il faut que tu changes quelque chose. Là. Selon l'âge, là. Exact, c'est ça, selon l'âge, comme tu dis. Ça, c'est une des choses qui s'infiltrent. Donc, je vous parlais rapidement de la cortisone. Il y a d'autres choses qui s'injectent ou s'infiltrent aussi dans des articulations. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Un des trucs que je voulais vous parler, c'est quelque chose qui s'appelle le PRP ou les plaquettes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Moi, ça ne me dit rien. Fait que depuis tantôt, on parle qu'il y a toujours une espèce d'équilibre ou une certaine balance entre le dommage qui se crée et la réparation. OK? Puis, on a certaines technologies maintenant qui nous permettent d'aller essayer de booster ou d'aller stimuler la capacité de récupération ou de réparation du corps. OK? Ce qui nous intéresse dans les plaquettes, ce que c'est que c'est des cellules qui sont dans votre sang. OK? On connaît les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, on sait que ça existe, on les connaît un petit peu moins. Si je donne un exemple, là, vous faites une coupure. Les premières cellules qui vont arriver et qui vont venir boucher le trou, c'est les fameuses plaquettes. Puis une fois qu'ils ont bouché le trou, ils vont dire « Ouais, c'est bien beau que le trou est bouché, mais il faudrait réparer à cette heure. » Fait que c'est ces cellules-là qui vont relâcher des facteurs de croissance qui vont amener les cellules de réparation. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vous faire une prise de sang. On peut mettre ça dans une centrifugeuse qui va séparer les différentes cellules du sang. Ils vont les séparer en termes de grosseur et de poids. OK, les plaquettes étant les plus petites, là, on va être capable de les isoler de cette façon-là. Fait qu'on vient comme ça les concentrer, puis après ça, on vient les réinjecter au lieu où est-ce qu'il y a une blessure. Puis ce que ça fait, c'est que les plaquettes vont arriver sur le lieu de la blessure, vont relâcher leur facteur de croissance, puis ça va aider à venir pousser la balance un peu plus en faveur de la réparation. Plutôt que la stratégie de la cortisone qu'on disait qui va être de diminuer l'inflammation, là, on va essayer de booster la réparation des tissus. Fait qu'on peut utiliser ça dans certaines articulations ou même dans certains tissus. Okay? Chez les coureurs, entre autres, là, des fois qu'il y en a qui ont des problèmes de tendon d'Achille chronique, par exemple, c'est le genre de trucs qu'on peut venir utiliser au niveau du fascia plantaire, des choses comme ça. Fait que c'est une poussée technologique des dernières années qui est intéressante à utiliser aussi. Ça rentre-tu dans la catégorie de l'autogreffe? Parce que c'est mon propre sang, mes plaquettes, que tu me redonnes à moi-même?
Le terme greffe ne sera pas le bon terme utilisé, là, mais oui, c'est un produit autologue. Donc oui, c'est tes propres cellules à toi qu'on va utiliser pour te réinjecter là, à certains endroits. Fait qu'on va venir un peu faire un concentré de ta propre capacité de réparation, puis on va essayer d'après ça venir la réinjecter à certains endroits où les blessures chroniques ont de la difficulté à guérir. Puis dis-moi, est-ce que là, je t'écoute là, puis ça sonne dans un labo spécialisé pour des athlètes de haut niveau, là, mais est-ce que c'est accessible à la population, ce traitement-là? C'est il y a deux volets à la réponse. Je te dirais oui et non, dans le sens que c'est un traitement qui n'est pas couvert par la Régie d'assurance maladie du Québec. OK? Différentes raisons derrière ça, mais ça ne l'est pas. Donc oui, il y a un coût associé à ces traitements-là. Ce qui fait que ça va beaucoup être utilisé dans certaines cliniques privées ou des cliniques de médecine sportive, mais il y a également certains centres hospitaliers dans lesquels ça va être fait, incluant celui dans lequel je travaille. Là. J'ai été, je pense, le premier médecin au Québec à faire ça dans le réseau public, là, il y a déjà plusieurs années. Très cool. Puis toi, tu y vois les bénéfices? Oui, tout à fait. Ouais. C'est pas, c'est un outil de plus dans mon coffre à outils pour venir traiter les patients. C'est pas un coup de baguette magique qui va nécessairement tout régler, mais oui, c'est un outil de plus. Puis, je voudrais que les patients chez qui ça marche en temps. Les premiers chez qui j'ai utilisé ça, tu sais, je peux pas t'essayer si jamais quel résultat ça va donner. Puis les premiers chez qui j'ai utilisé ça sont venus en disant hey, wow, écoute, c'est miraculeux ce que tu m'as fait là. Je fais oh ouais, OK. Tu veux pas, tu commences c'est ça, tu commences à faire un peu de suivi là-dessus. Puis ouais, c'est un outil supplémentaire. Encore là, ça fait partie de tout le reste. OK, on parle depuis tantôt de tout ce qui accompagne la récupération des blessures, autant au niveau alimentaire, sommeil, entraînement, machin. Donc, c'est pas une baguette magique d'aller faire une petite piqûre et dire OK, parfait, là, on règle tout ça, mais c'est un outil supplémentaire. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi les critères, en fait, pour avoir ça? C'est quoi les critères pour avoir ça? Je te dirais, le premier critère est probablement d'avoir une pathologie pour laquelle c'est reconnu et assez de sciences et d'études qui supportent l'usage. OK? Fait que je te dirais la première raison d'utiliser ça, c'est d'avoir une indication qui s'y prête. Puis ensuite de ça, ben, c'est de passer entre les mains des bons professionnels pour essayer ça. Au niveau osseux, ça a-tu un impact? C'est sur tous les tissus ou bien là, tu parlais de tendon d'Achille? On va ajuster un peu la recette selon les tissus dans lesquels on va l'utiliser. Okay? Donc, on va pouvoir ajuster un peu la concentration de différents facteurs. Entre autres, la concentration de globules blancs qui accompagnent notre recette va aider à ajuster la réponse inflammatoire qu'on veut associer à notre infiltration. Okay? Si je revenais, par exemple, sur l'articulation du genou, c'est des changements arthrosiques où on veut essayer de maintenir la réaction inflammatoire la plus basse possible. On va utiliser des hautes concentrations de plaquettes avec des faibles concentrations de globules blancs. Il y a un équilibre qu'on va retrouver comme ça pour aller améliorer, avoir les meilleurs résultats. Mais si on va infiltrer ça au niveau, par exemple, on revient sur le tendon d'Achille, si on va regarder ça au niveau microscopique, on va trouver des environnements qui sont très atones, où il y a peu de vigueur, où il y a peu de cellules, où il y a peu de choses qui se passent. Donc ça, c'est des milieux où est-ce qu'on va vouloir, au contraire, aller augmenter un peu plus la réaction inflammatoire locale associée. C'est là qu'on va venir augmenter la concentration de globules blancs qu'on va mettre dans notre solution, par exemple. C'est vraiment intéressant. Je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. Ça existait. J'ai une autre question avec l'ibuprofène. Comme quoi, ça pourrait être dangereux au niveau du cœur de prendre de l'Advil avant de partir faire une course? Il y a des études qui vont associer les anti-inflammatoires avec des problèmes. On parle au niveau rénal, au niveau des reins, okay, au niveau de l'estomac ou au niveau du cœur. Le plus souvent, ce qui est problématique, c'est la prise prolongée d'anti-inflammatoires. Okay? Donc, de dire que j'en prends un sur une base occasionnelle ici et là, probablement que c'est pas dans des gros problèmes, mais quelqu'un qui se dit, OK, parfait, moi, je vais déjeuner, dîner, souper aux anti-inflammatoires pour être capable d'aller courir à tous les jours puis de faire ce que je veux faire sans avoir de limitation de douleur, c'est là qu'on rentre plus dans les aspects pathologiques. Au niveau cardiaque, justement, il y a certains anti-inflammatoires, plus des vieilles molécules. Il y en a peut-être qui ont déjà connu ça, là, ceux qui sont un peu plus vieux, des molécules comme le Vioxx, par exemple, qui était très, très utilisé
pour l'aspect anti-inflammatoire, mais qui justement avait des effets néfastes au niveau cardiaque, donc qui a été retiré du marché il y a déjà une quinzaine d'années. Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut être au fait. Ceux qui sont encore sur le marché n'ont pas eu ces effets-là démontrés de risque cardiaque significatif, mais on sait qu'un de leurs cousins l'a eu par la bande, donc il faut quand même garder une certaine méfiance sur l'usage prolongé d'anti-inflammatoires. Mais ça ne joue pas sur la fréquence cardiaque. Ça ne va pas augmenter la fréquence cardiaque ou la ralentir, par exemple. Ça n'a pas d'impact. Non. OK. Non. Ce que ça peut jouer des fois, c'est, on parlait au niveau rénal, ça va changer un peu la contraction des artères qui arrivent et qui quittent tes reins. Donc, ça peut diminuer un peu ton débit de sang vers les reins, diminuer un peu la capacité de filtration. Donc, ça peut être un petit peu nuisible de ce côté-là en termes d'insuffisance rénale aiguë, par exemple. Quelqu'un qui va courir, qui va être déshydraté et qu'en plus ses reins vont moins bien fonctionner peut être un peu plus en difficulté. Fait que oui, il y a cet aspect-là que je dirais qui est peut-être un peu plus là, mais encore là, souvent l'Advil est considéré un anti-inflammatoire assez faible. Donc, je ne serais pas nécessairement, sans vouloir dire encourager, prenez-le sans restriction. C'est pas ça qui m'inquiéterait le plus. T'sais, puis, je pense qu'il faut aussi savoir comment l'utiliser dans le sens que si j'ai un patient qui me dit, écoute, là, j'ai un peu de douleur actuellement, je m'en vais faire soit une randonnée dans les montagnes pendant une semaine, ou je m'en vais faire justement une course importante. Je peux-tu prendre des anti-inflammatoires pendant cette semaine-là pour être capable d'aller faire ma randonnée ou d'aller faire ma course? Ben oui, je pense que c'est de mitiger un peu les désavantages puis dire, ben oui, regarde, si cette activité-là est importante pour toi, ben de prendre ça pendant quelques jours risque de t'amener plus de bénéfices que de vouloir à tout prix les éviter. Là. Mm-hmm. C'est le long terme le problème, en fond. Mm-hmm. Puis il y avait un deuxième volet à cette très, 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 très grande question qui était chaleur ou glace. La glace, elle. La glace. Qu'est-ce qu'on fait avec la glace? Qu'est-ce qu'on fait avec la glace? Ça dépend un peu de nos objectifs. Je vais parler de la chaleur en premier. Souvent, ça va être plus utilisé pour relâcher des tensions ou des spasmes musculaires. Okay? L'endroit où une chaleur douce est le plus souvent recommandé, c'est tout ce qui est les blessures ou les douleurs dans le bas du dos. Okay? Il va avoir tendance à avoir une espèce de spasme au niveau de la musculature paravertébrale, donc autour de la colonne. Puis la chaleur locale, souvent, va aider à relâcher ou à diminuer un peu ces raideurs et ces spasmes-là. Donc, c'est dans un des cas, par exemple, où la chaleur va être plus utile. La glace, à l'inverse, peut avoir un aspect de diminuer un peu l'inflammation aiguë, OK? Même si ça demeure controversé. Donc, si on revient quelqu'un qui est allé courir ou qui est allé faire un effort intense puis qui dirait, écoute, là, j'ai le genou qui est un peu enflé après ça, d'aller mettre de la glace là-dessus peut possiblement aider à diminuer cette réaction d'enflure et d'édème-là. Puis ça peut contrôler un peu les symptômes associés. Ça peut avoir aussi un effet un peu analgésique. Okay? Les fibres nerveuses qui transmettent la douleur puis celles qui transmettent la chaleur sont les mêmes. Donc, si on occupe nos fibres nerveuses à des jobs de température, ben, sont moins disponibles pour transmettre des influx douloureux. Donc, on peut les distraire un peu de cette façon-là également. Intéressant. Il y en a qui vont utiliser les bains de glace après les entraînements, là, tout ce qui sont cold plunge et autres comme ça. Encore là, il y a beaucoup de folklore autour de tout ça, un peu de science quand même. Certains bons côtés peuvent être dire justement de diminuer un peu la réaction inflammatoire suite à un exercice ou suite à un entraînement. C'est très utile si tu es, par exemple, un sportif d'élite, un joueur de hockey qui, après une partie, doit en avoir une autre 2 jours après dans une autre ville, puis il faut que tu aies récupéré assez. Fait que de maintenir le couvercle sur la réponse inflammatoire à ce moment-là peut être utile. Sinon, chez notre sportif quotidien, on mentionnait tantôt que cette réaction inflammatoire-là a quand même un certain rôle dans la guérison des tissus. Donc, de vouloir la diminuer peut être un peu contre-productif. Fait que ça dépend toujours de c'est quoi tes objectifs en termes de t'es dans un pic où tu veux t'entraîner beaucoup, mettre du volume, puis tu as besoin de mettre un peu le couvercle sur ta réponse inflammatoire pour être capable de faire ça, ou si tu es dans un objectif plus de progression lente et d'avoir le temps de récupérer adéquatement. Fait que il y a des bons et des mauvais côtés finalement à utiliser ça.
Puis au final, beaucoup de gens vont l'utiliser parce qu'ils trouvent, écoute, ça me fait du bien puis j'aime ça, ou l'inverse, là. Mais je pense qu'il faut, faut savoir qu'il y a des avantages et des inconvénients à tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant, les points que tu apportes, de savoir qu'il y a des moments pour l'utiliser puis d'autres moments que c'est peut-être mieux pas. Moi, je trouve que ça donne des belles pistes là, pour la préparation du marathon, mettons. Des pistes, mais en même temps, tu sais, je trouve que tu l'as super bien expliqué, vulgarisé, mais quand on arrive devant le fait, souvent, en tout cas, je parle pour moi, là, devenir niaiseux, puis je le sais plus, là. Alors, tu sais, je t'écoute, ça fait beaucoup de sens, puis tu sais, je trouve ça intéressant ce que t'apportes, mais rendu sur le fait, là, c'est plus difficile, là. Mais tu sais, ça revient il faut être capable de s'écouter un peu en termes de, bon, qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de mettre comme effort et comme énergie. Je pense qu'il faut savoir aussi que les bénéfices de toutes ces affaires-là demeurent relatifs. Fait que ça dépend un peu où est-ce que tu as de l'argent à mettre, où est-ce que tu as de l'énergie à mettre. Moi, je sais que de mon côté, en termes d'optimisation, je me suis pas lancé dans bien de choses très sorcières, très, très, très avancées, parce que je sais que le sommeil, par exemple, est mon gros facteur déficitaire dans les dernières années avec les jeunes enfants et le travail et l'entraînement. Puis que si j'ai de l'énergie à mettre à quelque part, c'est essayer de dormir davantage. Là. Fait que faut savoir un peu aussi où sont les points faibles, où sont les trous là, dans notre préparation, puis essayer de focusser sur les choses importantes avant d'aller travailler nécessairement les détails. Tu as dit où sont les trous dans notre préparation. Je m'en allais exactement là. Tu avais un trou dans le poumon qui était ta priorité. Ça, c'est réglé. Ouais. Est-ce qu'il te restait des super questions pour nous nous tester encore? On a fait le tour? Non, écoute, on a fait le tour des petites notes que j'avais prises là, par rapport à cet épisode-là. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez d'autres sujets que vous vouliez ouvrir. Quel conseil on donnerait à quelqu'un, justement, d'un âge un peu avancé, qui voudrait commencer à courir? Je pense que le meilleur conseil, ce serait vas-y, fais-le. Puis je dirais d'écouter votre podcast pour avoir tous les trucs essentiels pour faire ça de la meilleure façon possible. Non, une bonne réponse, ça. C'est hot, hein? Mais moi, ce que j'ai retenu, là, puis finalement, c'est super simple, c'est les mêmes conseils pour tout le monde. C'est la même affaire. C'est juste qu'avec l'âge, ça devient peut-être plus important de le respecter si on veut que la course reste dans le plaisir puis qu'on puisse le faire encore longtemps. Tout à fait. C'est pour tout le monde, courir. On n'arrête pas de le dire. Tout le monde. Avais-tu quelque chose à plugger à nos auditeurs cette semaine? Hey, je peux-tu me permettre 2 plugs? Hey, mais hein? Écoute, à vrai dire, c'est pas des vrais plugs, mais la première plug, c'est, je voudrais souligner le travail exceptionnel de ma blonde qui est sur l'organisation en ce moment d'une course dans le quartier dans lequel je vis. C'est la 4e édition, la course du quartier du lac Bromont. On avait commencé ça il y a 4 ans parce qu'avec la COVID, toutes les courses à pied officielles étaient annulées. Puis, mon plus vieux, à cet âge-là, on l'avait commencé à l'inscrire à des premières courses ici et là, puis il était bien déçu de ne plus avoir d'options. Fait qu'on s'est dit, on va nous organiser, nous autres, une course. Fait que la première année, comme ça, je pense qu'on a eu une trentaine de participants. La course, c'est 1 kilomètre, c'est pour les enfants. Fait que ça part pas loin de chez nous, puis ça arrive au lac, puis là, il y a de la musique, il y a des collations, puis c'est très, 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 très festif, vraiment juste pour donner le goût aux enfants de découvrir la course à pied. Puis bref, de fil en aiguille, on est rendu à la 4e édition, puis je pense qu'on est rendu à 92 participants ou quelque chose comme ça. C'est donc bien hot. Fait que, ouais, donc une belle gang de petits-enfants là, qui viennent courir. Tout ça est gratuit. On demande juste un frais. Ceux qui veulent avoir une médaille personnalisée, on passe une commande puis on demande juste de payer la médaille comme ça. Là. Mais bref, là, ça fait quand même quelques semaines là, qu'elle travaille fort là-dessus, là, de requérir les inscriptions, d'aller chercher des commandites, de s'occuper des médailles puis tout le kit. Fait que tout ça pour donner le goût de la course à pied aux jeunes du quartier. Puis on voit que ça fait le boule de neige puis que ça grossit d'année en année puis que c'est toujours le fun de voir les jeunes découvrir et s'initier à ça. Puis ta deuxième? Ma deuxième, écoute, c'était pour envoyer plein d'amour et de support à ma meilleure amie qui recommence la course à pied après une grave blessure qu'elle a subie au printemps.
Je la nommerai pas pour pas la gêner, mais juste lui dire que je pense très fort à elle, puis que je lui souhaite la meilleure chance dans la reprise de la course à pied. Persévérance, puis beaucoup de courage. Exact. On est tous derrière elle. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course. Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.